on a pris conscience de notre modèle et de ce qu'on vendait chez Permettez-moi de construire. Et ce qu'achètent les gens, ce n'est pas des permis de construire. Un permis de construire, c'est rien de plus qu'un dossier avec des plans, des documents administratifs, des trucs de mairie, etc. Tout le monde s'en fout. Ce qu'on vend, c'est la possibilité pour les gens de réaliser leur projet d'habitat, l'extension de leur maison parce qu'ils vont agrandir la famille, le garage pour la voiture parce que monsieur ou madame vient d'acheter une super voiture. C'est vraiment, nous, on vous permet de réaliser vos projets d'habitat et du coup, on a bâti une méthodologie de vente. Maintenant, on s'intéresse aux problèmes des gens, mais aux problèmes dans le sens, pas le problème qu'ils rencontrent et pour lequel il vient me voir. Moi, ça, nous, on appelle ça le problème cosmétique. En gros, c'est compliqué de faire un permis de construire, j'arrive pas à le faire, du coup, j'ai besoin d'aide. Le vrai problème au fond de ça, c'est pourquoi il a besoin de mon service et pourquoi, qu'est-ce qui est important dans la réalisation de son projet d'habitat. Et comme je le dis, ils doivent faire une extension pour leur maison parce qu'on a grandi la famille. C'est ça le vrai problème. C'est que si j'ai pas mon permis de construire pour telle date, je vais pas pouvoir faire mon extension et ça va devenir problématique pour ma famille, pour que ma famille puisse être bien dans ma maison. Salut Aurélien. Salut Valentin. Ça roule? Très bien. Et toi? Cool. Ouais, très bien aussi, très bien. Je suis très content de t'accueillir ici, chez The Family pour cette interview coup d'état. Tu as créé une boîte qui s'appelle Permettez-moi de construire, qui facilite en gros toutes les démarches autour de l'obtention d'un permis de construire, donc c'est assez parlant, quoi. C'est un parcours qui est assez intéressant, vous avez suivi plein d'étapes, il y a eu beaucoup de réalisations, beaucoup de mise en place d'outils et surtout c'est une boîte qui m'intéressait particulièrement quand j'ai entendu parler de toi parce qu'elle correspond beaucoup aux valeurs de coup d'état qui sont qu'on peut appliquer des principes et des règles de boîte tech à n'importe quel type de boîte, dont des boîtes de services un peu comme la vôtre. Donc on va revenir un peu sur tout ce parcours. Mais déjà, raconte-nous, comment ça a commencé? À la base, tu étais étudiant, c'est ça? Ouais, j'étais étudiant. La boîte, je l'ai créée en 2016 pendant mes études. Et en fait, la petite histoire, c'est que pour en arriver à ce service-là de facilitation des permis de construire, j'ai eu un parcours qui a toujours été tourné dans le domaine de l'habitat et des travaux, puisque j'ai été peintre dans le bâtiment pendant à peu près 3-4 ans. J'ai fait une formation professionnelle avec un bac pro, un BEP. Ensuite, j'ai travaillé un peu dans le bâtiment et ensuite, j'ai intégré une formation en économie de la construction, donc un BTS, et j'ai créé l'embryon de la boîte à la fin de ma première année. Ok. Donc à la base, tu n'étais pas du tout parti pour être entrepreneur? Non, pas du tout. Le délire. J'avais un peu dans un coin de ma tête un jour de créer une boîte, mais je ne savais pas qui, quoi, comment, enfin quel type de boîte. Et puis ça m'est un peu tombé dessus comme ça à la fin de ma première année de BTS où j'avais identifié cette opportunité et surtout identifié le fait qu'il y avait un vrai problème pour les particuliers pour ce type d'autorisation. Et j'ai commencé à tester ça un peu de manière en freelance, quoi. Je faisais ça à côté de mes cours, puis je faisais travailler un peu mes camarades de classe pour m'aider. Et au fur et à mesure, j'ai vraiment pris goût au truc et dans le fait de développer une boîte et une communauté, de la com et plein de choses. Et à la fin de ma formation, qui était plutôt du coup technique, j'ai décidé d'aller vers une école de commerce pour continuer le développement de la boîte. Ok, ouais. Tu as deux gros articles, enfin plus que ça, mais il y en a deux qui m'ont marqué, qui sont premier pivot, deuxième pivot, qui parlent de l'histoire de Permettez-moi de construire. Donc tu dis, j'ai commencé cette boîte pas pour faire une start-up, pas pour faire quelque chose de gros, juste parce que c'était cool. Déjà, tu dis j'ai détecté le problème, genre ça s'est traduit comment à la base, c'est arrivé comment? Il y a eu plusieurs phases en fait. Au tout début de Permettez-moi de construire, j'avais juste ouvert un statut de freelance, d'auto-entrepreneur, et j'étais un peu comme un petit bureau d'études indépendant où j'avais créé un premier site internet avec des outils hyper simples, j'avais commencé à acheter un petit peu de pub, c'était pas du tout mon domaine. Et là, j'ai commencé à avoir des premiers leads, des premiers clients, donc je me suis testé un peu sur la vente du service. Et au départ, c'était vraiment un bureau d'études et les gens me payaient une certaine somme pour pouvoir leur faciliter toutes leurs procédures de permis de construire. Et c'est ensuite, après, où on est un petit peu parti en vrille dans ça c'était cool, mais il faut qu'on industrialise d'une certaine manière à faire une start-up. Et quand on a commencé à être en incubation, on a été incubé chez Leroy Merlin France pendant mon cursus d'alternance avec une école de commerce. Et là, on s'est posé des questions, on a passé beaucoup de temps avec nos clients, vraiment, on a pris le cœur du problème et on ne s'est pas posé les bonnes questions. On a voulu industrialiser quelque chose en développant un modèle de réseau, en fait, de marketplace sur un service qui n'est pas adapté à ce modèle-là. Et donc, c'était le commencement de ce qui nous a fait perdre du temps, c'est-à-dire de vouloir se mettre en tête de faire un modèle de boîte et de modèle économique sur un service qui était très bien comme il était au début, en fait, en forme de bureau d'études, d'agence. En fait, c'était le modèle qui nous correspondait. Custom, vraiment, voilà. Pour le client. Exactement. Et en fait, on s'est dit, on va industrialiser.
Donc on a développé un réseau qu'on appelait un réseau de facilitateurs, donc des indépendants un peu partout en France, on en avait environ 150. Et nous, on gérait vraiment la partie lead generation, vente, et on déléguait la constitution des dossiers de permis de construire de nos clients localement à ces facilitateurs. On a fait ça pendant plusieurs mois, donc on avait un peu les leads qui montaient, et en fait, on s'est rendu compte que c'était pas du tout adapté. Alors la première remise en question, ça a d'abord été sur le positionnement de l'offre. On s'est posé une mauvaise question aussi, on s'était dit le permis de construire c'est cool, mais c'est quelque chose qui n'est pas récurrent, puisqu'on ne fait pas des travaux de construction tous les mois ni tous les 2 mois. Du coup on va développer plutôt une plateforme dont la promesse est de faciliter toutes les démarches administratives des projets de travaux. L'erreur classique quoi. L'erreur classique. Oh, ça ne marche pas de faire un peu, alors on va faire beaucoup. Exactement, Ouais. exactement. Avec du recul, voilà, c'est bien hyper sûr, classique c'est comme normal. erreur. Mais du coup ça c'était aussi une erreur de on n'assume pas notre modèle et les faiblesses qu'il a, et au lieu de tout mettre sur ce service-là, on va essayer de faire autre chose. Donc on a développé un autre site, à l'époque on n'avait pas de développeur, donc on avait travaillé avec un prestataire. On n'était pas du tout parti de nos besoins clients, on avait imaginé des services dont ils pourraient avoir envie, des erreurs aussi classiques, on a mis le truc en ligne et ça n'a pas marché du tout. Comment ça se fait? Genre, comment ça se fait que tu es passé d'un truc de service qui marche, où tu gagnes du cash et tu as des clients et c'est intéressant, à tout d'un coup cette lui de... En fait, je ne l'explique pas encore totalement, Ouais. mais je pense que... alors, moi, j'étais du genre beaucoup aussi à me documenter sur les startups, sur la scalabilité, je suis coup d'état et plein d'autres choses. Et je pense qu'on ne s'est pas posé les questions d'une bonne manière. Au lieu de mettre le client au centre, on s'est dit, nous, quelle boîte on a envie de faire? Et du coup, on va développer un truc, on va l'industrialiser, on va avoir un réseau, on va faire ci, on va faire ça. Alors que ce n'était pas du tout adapté à notre modèle. Et juste, je sais pas, il y a peut-être cette pression de faire une start-up et de faire grand, sinon rentre à la maison, tu vois, que tu entends partout, que tu entends des VC, que tu entends des partenaires. Et du coup, tu en viens presque à te dire, en fait, mon modèle de service, plutôt d'agence, de boîte, mais aussi digital, c'est pas terrible, en fait, c'est pas fancy, du coup, on va faire un truc plus grand. Sauf qu'en essayant de faire un truc plus grand sur un modèle qui ne peut pas l'être, en tout cas sur cette forme-là, on s'est planté. Et donc pour revenir à ce changement de positionnement, du jour au lendemain, on a décidé de se recentrer uniquement sur le permis de construire, en réexprimant une offre de manière très claire sur notre site. Et là, on a commencé à décoller en termes de leads, de demandes. Parce que c'était clair. Parce que c'était clair, sur le voilà. site, Ça, c'était la première correction qu'on s'est infligée. Et la deuxième, c'était sur du coup, ce modèle de marketplace et d'indépendant qui n'était pas bon du tout. En fait, on s'est dit, notre service, on est capable de le faire à distance. On n'a plus besoin d'avoir des indépendants partout en France qui vont chez les gens. On ne maîtrise pas du tout notre relation commerciale parce que ces facilitateurs-là indépendants, on ne les connaît pas vraiment, on les prend comme ça, on leur fait contractualiser un contrat de partenariat parce qu'on a besoin de gens un peu partout. Et surtout, notre valeur économique, elle était quasiment nulle puisqu'on vendait un service qui était en moyenne aux alentours des 1 000 €. Aujourd'hui, ça a un peu augmenté. Et on se rémunérait en prélevant une commission entre 10 et 15%. Mais sur un service qui n'est pas récurrent. Donc une fois en one shot. Donc on avait des revenus qui étaient entre 0 et les meilleurs mois, on faisait 2 000 €. Quoi. Et on avait déjà levé des fonds. On avait levé des fonds très très tôt. On s'était extirpé de Leroy Merlin et on s'était vraiment installé dans un pôle d'innovation. Et on voyait la trésor qui descendait. On devait relever des fonds, sauf que les KPI n'étaient pas du tout au rendez-vous. Et là, du jour au lendemain, on s'est dit, OK, on va tester un truc. On va vendre en direct notre service. On en a vendu, je crois, pour une quinzaine de clients. Et là, on s'est dit, OK, maintenant, on va recruter des facilitateurs et on va développer notre propre équipe de production. Et c'est à partir de ce moment-là où on s'est remis sur un modèle un peu plus d'agence et de service classique. Et maintenant, on encaisse 1 000 € à chaque fois qu'on facture 1 000 €. On maîtrise notre relation commerciale. Le service est beaucoup plus clair. Enfin, on maîtrise toute la chaîne, les leads, la vente et la production. Et ça marche beaucoup mieux. Et là, on a commencé à décoller en termes de demande, de revenus, de qualité de service, de qualité de relation client. Simplement, en fait, en arrêtant de se mentir, en se disant, notre modèle, c'est ça. Il n'y avait aucune raison viable, en fait, de vouloir faire un réseau. Mais on l'a fait, parce qu'on s'est dit c'est le moyen d'industrialiser et de devenir scalable. Or, pas du tout. C'était pas scalable. De toute façon, même avec un réseau, c'était pas scalable. Un service pas récurrent, avec un faible revenu, c'était pas du tout scalable. Donc, de toute façon, on n'est pas scalable. Si on entend la définition de la scalabilité classique. Vraiment le produit. Voilà, le produit qu'on peut Google distribuer. Voilà. De toute façon, on ne l'est pas. Donc, autant revenir à un modèle plus classique, parce que ce qui est sûr, c'est que nos clients, ils kiffent notre service. Il répond à un vrai besoin et tous les jours, tous les mois, on aide des centaines d'habitants à réaliser leur projet d'habitat.
en les affranchissant totalement de ces contraintes-là. Donc c'était le plus important en fait. Après, peu importe le modèle qui en découle. Juste, il fallait assumer d'être un modèle plutôt agence, plutôt service et faire avec. Et maintenant, là, on commence à industrialiser à notre propre manière. Et c'est là où on peut parler d'une scalabilité, mais une autre définition de la scalabilité, où vraiment c'est plutôt une industrialisation de notre procédé, de nos process, en s'inspirant de ce qui se fait le mieux en matière de produits ou de services vraiment scalables dans sa première définition. Comment elle arrive la prise de conscience que ta boîte n'est pas scalable comme pourrait l'être Google et qu'il faut switcher de modèle et à quel moment tu te dis, parce que tu parlais de sexiness, tu parlais de fancy, tu vois, ta boîte elle est cool quand elle est scalable en théorie. Comment t'en viens à faire une boîte qui est pas cool dans ta tête? En fait, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu un moment où forcément notre cash diminuait. On savait à peu près quand est-ce qu'on allait devoir relever des fonds pour développer vraiment ce service-là B2C. J'ai fait un tour un peu des VC, beaucoup à Paris, des plus gros VC, les 15 premiers VC de France, où les retours c'était c'est trop bien ce que vous le faites d'une manière extrêmement smart, extrêmement simple, vous avez vraiment su prendre conscience de vos erreurs, de vos pivots, etc. Mais juste, je ne peux pas investir chez toi parce que ton modèle n'est pas scalable et ça ne correspond pas à la philosophie d'investissement de mon fonds d'investissement. Et là, au bout de 15, 20, tu te dis, mais putain, mais c'est eux qui comprennent rien ou c'est nous en fait. Et après, tu en viens à te dire, bah non, en fait, ils ont raison. Juste, je ne suis pas allé voir les bons investisseurs. Et ils m'ont fait prendre conscience qu'effectivement, mon modèle n'est pas scalable de cette manière-là. Et c'est après où là, on a eu la vraie prise de conscience, où on voyait vraiment notre cash diminuer, on voyait nos revenus qui ne montaient pas et pourtant la demande qui commençait à augmenter. Parce que quand on a fait le pivot sur le positionnement de l'offre, là, on a commencé à exploser en lead. On était à 30 après par mois, enfin au début par mois, et rien qu'en changeant l'expression de l'offre, une homepage, on est passé à 200. Donc là, on avait vraiment une forte demande. Mais après, c'était vraiment l'élément cash en fait. C'est de se dire, en fait, il n'y a pas d'issue à ce qu'on est en train de faire. Si on continue avec notre modèle de facilitateur sur lequel on ne maîtrise rien, sur lequel on gagne même pas 100 € à chaque fois sur un truc qui n'est pas récurrent, quand on n'aura plus de cash, la boîte sera morte. Et c'est dommage parce qu'il y a une vraie demande client et que ce qu'on fait, ils ont l'air de plutôt apprécier. Donc là, on s'est dit, ok, on va tester et on a commencé à vendre en direct. Et après, on a recruté des facilitateurs. Ok, donc sous la pression quoi. Peu sous la pression, ouais. Et on était en pleine levée de fonds aussi, sur une deuxième levée de fonds. Donc le pivot, on en était certain sur ce modèle économique parce qu'on arrivait déjà à le vendre, sauf qu'au lieu que le cash arrive dans nos caisses, il arrivait dans les caisses des facilitateurs. Mais quand on est allé voir des nouveaux investisseurs, la courbe, elle faisait ça, tu vois. Et c'était vraiment en plein dans la levée de fonds et forcément les investisseurs voulaient voir la courbe qui faisait ça sur plusieurs mois. Donc ça a vraiment été chaud parce qu'à la fois on actionnait un gros pivot, une transformation totale de l'entreprise et de son modèle économique et à la fois il fallait relever des fonds. Donc on a réussi à le faire. Mais il a fallu du temps et il a fallu se faire un peu violence en fait et se détendre un petit peu sur notre boîte c'est pas une licorne et so what quoi, c'est pas grave en fait. Tous les jours, il y a des clients qui font appel à nous. On est un service B2C qui maintenant est extrêmement bien vu par nos clients. On offre une expérience client qui est chouette et les clients nous recommandent. C'est le principal. Et on gagne de l'argent maintenant. Donc peu importe que ce soit un modèle d'agence ou de service, les revenus ils sont passés en 3 mois de, on va dire 200 € à pas loin de 50 000 € par mois. Donc juste en arrêtant de se mentir en fait. C'est assez marrant parce que tu as ce parcours assez particulier tu détectes un besoin du marché, tu résous ce besoin de marché, ce qui est déjà une première étape que beaucoup de gens n'arrivent pas du tout à passer. Et en fait, tout d'un coup, tu décides de faire un modèle improbable, quoi. Genre juste, ça copie un autre truc. C'est exactement ça. Alors c'est très bien de s'inspirer, de bencher. Forcément que tu benches les plus grands, tu regardes Airbnb, tu regardes Uber, etc. Il y avait, alors maintenant moins, mais il y a 2-3 ans, il y avait aussi, j'ai l'impression, cette espèce de frénésie sur l'ubérisation, sur l'intermédiation et la plateforme, tu vois. Sauf que oui, mais pas pour tout. Ça ne peut pas marcher pour tout. Un Airbnb, tu vas le réserver plusieurs fois dans l'année. Un Uber, tu vas en prendre plusieurs fois par semaine. Ça paraît logique, franchement. Mais quand tu es dedans et que tu essaies de trouver un modèle scalable parce que les investisseurs ils te disent qu'il faut que ça soit scalable, etc., tu t'en rends pas compte. Et en fait, à la fin, heureusement, on s'en est rendu compte à temps. Il n'était pas trop tard. Mais on a eu des points avec nos investisseurs, etc., où c'était un peu chaud parce que nous, on ne se rendait pas compte. On voyait notre truc grossir, notre modèle se construire, se consolider, nos clients être de plus en plus heureux. Sauf qu'in fine, une boîte, ça doit gagner de l'argent. Ouais. Et quand l'argent, il faisait ça, c'est-à-dire à moins de 500 € par mois, avec un cash burn qui commençait à arriver aux 30-40 000 €, tu te dis,
on va bientôt crever les gars là. Ouais, Du coup, et t'as quand même pas cet effet de peut-être que plus tard, si on a X centaines même de pas, milliers de clients, même parce pas. que comme tu dis, C'est ça aussi, tu ne demandes pas un c'est une permis de conduire faiblesse. tous les jours. En fait, maintenant, on assume De les faiblesses construire. de notre business. Le marché, il n'est pas énorme. On a environ 500 000 permis de construire par an. C'est quelque chose que tu ne fais pas de manière récurrente. On est un service qui, pour moi, fait le mix entre expertise humaine et technologie. Même si on développe une forte verticale tech, on est encore un business très humain. Et de toute façon, même en restant sur ce modèle de réseau, en ayant la meilleure com et la meilleure acquisition que tu veux, on n'aurait jamais gagné d'argent. Donc c'était juste le modèle inévitable. fonctionne juste pas. Ouais. Bah oui, c'est ça. Et donc vous avez vraiment la boîte en deux parties, qui est l'acquisition d'un côté, avec comment on génère des leads, quel est notre message, comment on convertit les gens à amener tout ça. L'autre partie qui est plus le concret, la production, tu appelles ça dans ton article, quoi, qui est vraiment genre l'étape finale de délivrer la valeur au client. Vous avez réglé l'un d'abord, puis l'autre. Alors, c'est là où on s'est un peu sauvé les plumes sur le truc, puisque quand on était dans notre mauvais modèle, j'appelle ça, on avait déjà actionné une grosse brique d'acquisition de SEO. On avait déjà référencé notre site. On commençait à arriver bientôt aux alentours de 30-40 000 visites par mois. Aujourd'hui, on doit être à 60-70 000. Et du coup, on avait vraiment de l'acquisition. Le premier pivot qu'on a fait sur le positionnement, on a aussi revu tout le tunnel de conversion avec un système de chatbot, etc. hyper simple pour qu'on ait des leads. Et du coup, heureusement, puisque si on ne s'était pas inspiré des boîtes qui scale, qui font de l'acquisition, qui sont web, qui sont digitales, avant de changer notre modèle économique, il aurait fallu à la fois tester ce nouveau modèle économique-là, mais à la fois se mettre à faire de l'acquisition. Et du coup, ça, on l'avait déjà, le jus, on l'avait en fait. Sauf qu'après, la valeur, elle partait dans la nature, elle ne restait pas chez nous. Donc c'est pour ça que maintenant, on s'inspire de plein de trucs, on bench, mais on ne change pas ce qu'est la boîte, en fait, l'ADN de la boîte et son modèle économique. On sait que c'est la seule manière qu'elle gagne de l'argent. Après, on a d'autres briques de modèle économique qu'on développe. Mais le service de base qu'on vend, il peut être vendu que comme ça. Du coup, aujourd'hui, on maîtrise toute notre chaîne. Moi, j'appelle ça une chaîne. On a notre chaîne marketing où c'est vraiment de l'inbound marketing. On génère des leads. Aujourd'hui, on en fait entre 30 et 40 par jour. Quasiment 100% SEO. Donc, on est très bien référencé sur notre verticale, sur notre niche métier. Ensuite, on a une étape sales où c'est des experts en urbanisme qui appellent ces leads-là et qui leur vendent notre service tout en répondant à leurs questions. Et après, on a une étape production où ce sont les facilitateurs, les fameux, qui montent les dossiers, qui sont au contact avec l'administration, avec les clients et qui globalement s'occupent de gérer toute la procédure. Donc ça, c'est vraiment notre chaîne et on y met de la tech. On a un petit pôle tech, on n'est pas encore nombreux, on n'a que 2 développeurs qui mettent de l'intelligence à la fois dans l'expérience client mais à la fois dans l'expérience collaborateur. Parce que du coup, comme on est une boîte de service qui essaie d'industrialiser quelque chose qui est complexe, qui est long à faire, etc., notre mot d'ordre, c'est optimisation de process à fond pour que ça roule, quoi. Et on a un petit pôle juridique. Ok. Et du coup, la tech, dans tout ça, donc elle est transversale. Ouais. Et tu viens amener de la tech un peu partout pour optimiser les process. Comment tu parlais de ce pic de lead que vous aviez déjà fait ce travail-là. À part juste changer la proposition de valeur, vous avez fait d'autres choses, vous avez testé d'autres trucs, vous avez fait quoi? Alors du coup, exactement. En fait, la première chose, c'était la homepage. On l'a clarifié sur un seul service. On n'avait pas changé le tunnel de conversion. Donc de là, on était passé de 30 à une centaine de leads. Et ensuite, le tunnel de conversion, pareil, on n'était pas parti du besoin client. On n'était pas parti, on avait fait une usine à gaz. Alors on est déjà on répond à un besoin, on est un service qui répond à quelque chose qui est extrêmement compliqué, qui mélange de l'urbanisme, du droit, plein de trucs, c'est extrêmement compliqué. Et on était parti dans un truc qu'on avait développé avec notre prestataire à la base, où en fait on demandait les surfaces que tu voulais construire, en surface de plancher, en surface d'emprise au sol, c'est des termes réglementaires, plein de champs, etc. Donc vraiment un tunnel truc, infini, hyper compliqué, qui prenait un quart d'heure à remplir. On te demandait de cocher des CGU en amont pour que tu sois d'accord pour tout ensuite. Comment ça se fait? Parce qu'avec le recul, objectivement, tu te dis que ça marche pas. À l'époque, à la base, c'est quoi la réflexion derrière? C'est nous, en fait. On n'est pas parti du besoin du client. Pas du tout. On n'est pas allé lui poser des questions. On a voulu compliquer le truc. Et au final, ça n'a pas marché. Le tunnel, il convertissait rien du tout. Et donc là, ça, on l'a complètement revu. Et c'est là où on a commencé à mettre de la tech et de l'intelligence.